Joliba Afternoon News. Au Mali, restitution des recommandations de la table ronde sur la création de l'organe unique de gestion. Sommet Afrique-France, vous suivrez dans cette édition la réaction de la société civile malienne représentée à Montpellier. Invité culture, Habib Kouaté, il est artiste, musicien. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Ils sont des hommes d'affaires, des acteurs de la société civile et de la culture et en même temps du sport à participer au sommet Afrique-France. Suivons quelques réactions de la société malienne au micro de Mohamed Taher Alidou, notre envoyé spécial depuis Montpellier. Ce que j'attends, c'est que les jeunes qui vont rencontrer le président Macron aujourd'hui passent un message de la jeunesse africaine. Cette jeunesse aujourd'hui qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu les luttes d'indépendance, donc qui a des relations moins affectives avec la France, de passer un message de vérité, un message de réalisme, à savoir que l'image de la France aujourd'hui dans les pays francophones est une image qui est largement écornée, largement entamée, parce que la France est vue comme un pays qui est aux côtés des régimes au lieu d'être aux côtés des peuples. Et donc je pense et j'espère que les jeunes aujourd'hui vont passer un message au président Macron, à savoir que oui, cette relation elle est historique, elle existe, il faut la consolider, mais il faut la consolider sur une nouvelle base. Il faudrait que le gouvernement français, il faudrait que les dirigeants français se rendent compte que les jeunes africains d'aujourd'hui sont mondialisés, sont connectés, sont décomplexés et ne recherchent qu'une seule chose, c'est avoir un bien-être social, un bien-être économique, avoir, des objectifs dans la vie. Et pour cela, il faudrait que, le paradigme de la relation entre la France et les pays francophones africains change complètement. Ce que j'attends de ce sommet Afrique-France, c'est que les gens parlent à bâton rompu, c'est-à-dire qu'ils se disent les choses clairement. Jusque-là, ces sommets avaient lieu entre chefs d'État et chefs d'État. Aujourd'hui, nous avons le président français face à des diasporas, à des gens de la société civile, à des entrepreneurs. Donc le dialogue ne sera pas le même, l'échange ne sera pas le même. Et on espère un échange beaucoup plus franc, où les intérêts seront complètement autres. Du sommet, on ne peut pas en entendre grand-chose. Pour moi, c'est la base d'une reconstruction dans le partenariat Afrique-France et à partir d'une prise de conscience. La prise de conscience, c'est que la géopolitique mondiale est en train de changer et qu'avec ce changement, il va falloir qu'on réinvente nos rapports en phase avec ce changement. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée d'IRPA a animé une conférence ce jeudi 7 octobre 2021 pour informer les populations sur les opérations des FAMA sur le terrain. Moussa Tembine y était, suivant son reportage. L'évolution des FAMA sur le théâtre des opérations, c'était l'objectif de la traditionnelle conférence de presse de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. Au-delà de l'information sur le théâtre des opérations, l'armée a rendu hommage aux FAMA tombés entre Bandiagara et Bankas et a félicité leur courage et leur détermination lors de la riposte contre l'ennemi. Ce qui est important de souligner dans l'attaque d'hier, ça n'a pas été une attaque comme les autres. Vraiment, on félicite les hommes qui étaient sur le terrain. Et je vous assure que le ratissage a continué jusqu'aux environs de 19h. Les avions ont également fait des frappes, les Super Tucano, qui ont été suppléés par les hélicos. Le directeur des ressources humaines des armées qui était l'hôte du jour a expliqué les prérogatives de son département dans le fonctionnement de l'armée. En fait, on peut répartir nos missions en 4 gros paliers. Le premier palier consiste à faire la conception, la mise en œuvre des stratégies de gestion et de développement des ressources humaines. Le deuxième pilier, c'est la conception, la mise en œuvre, la maintenance et la gestion du système d'information et de gestion des ressources humaines. Mais maintenant, le dernier palier qui fait partie de nos missions, c'est tout ce qui est organisation. Les textes d'organisation des armées, les référentiels d'organisation. Au cours de cette conférence, le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée a fait le bilan de l'attaque des FAMA sur l'axe Bandiagara-Bankas.
Ce matin, tout juste avant d'entrer, parce que je n'avais pas pu entrer en contact avec le commandement de Sévaré et le dernier bilan, je l'ai eu tout juste avant d'entrer dans la salle. Donc le dernier bilan fait état de 16 morts, 16 femmes morts, 9 blessés, 3 véhicules détruits. Et côté ennemi, il y a 15 morts. Il y a une vingtaine de motos qui ont été récupérées aussi hier. Il est important aujourd'hui que la population qui a longtemps souffert de manque d'informations sur les FAMA puisse vraiment être informée de vrai. Pour couper court aux rumeurs, dira le directeur de l'information des relations publiques de l'armée. Le Centre international des conférences de Bamako a servi de cadre mercredi à un point de presse sur la restitution des travaux issus de la table ronde sur la création de l'organe unique de gestion et la validation des termes de référence de l'avant-projet des Assises nationales de la refondation. Les détails avec Aïssata Traoré et Adama Sanogo. Un souhait devenu une réalité. Cette table ronde tenue du 24 au 26 septembre dernier rentrait dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan d'action gouvernemental de la transition et a visé des objectifs spécifiques. Renforcer la crédibilité et l'efficacité du processus électoral au Mali par la création d'un organe unique, indépendant et pérenne de gestion des élections et de son chronogramme. Préparer la tenue des assises nationales de la refondation par la validation de l'avant-projet des termes de référence et également de leur chronogramme. Concernant la création de l'organe unique de gestion des élections, Modibo Kajogé, qui présidait ces assises, a déclaré qu'11 points ont été abordés par les participants. Et sur ces 11 points, 7 ont subi des modifications, des précisions ou des rajouts. Pour ce qui concerne la dénomination, il a été décidé de faire appeler notre organe unique de gestion, Autorité indépendante de gestion des élections, AIGE. Le président de la table ronde a estimé que les travaux ont été conduits suivant une démarche participative, inclusive et consensuelle. Les participants ont été répartis entre 4 ateliers. Ces ateliers étaient présidés par des personnalités désignées par les participants. Première recommandation, faire en sorte que la réforme de la Constitution prenne en compte les transferts des prérogatives de la Cour constitutionnelle à l'AIGE en matière de gestion des élections, à l'exception du contentieux. Deuxième recommandation, procéder à la réforme constitutionnelle avant la fin de la transition. Troisième recommandation, encourager les candidatures féminines et les personnes vivant avec un handicap dans le cadre de la désignation des membres de l'AIGE. Quatrième recommandation, accorder une semaine aux partis politiques pour la mise en œuvre du chronogramme afin de mieux étudier l'avancement sur l'organe unique de gestion. Les participants à cette table ronde ont enfin convenu que les assises nationales de la refondation devront avoir un caractère décentralisé et se tenir sur la période indicative de 9 à 10 semaines au moins ou de 12 à 15 semaines au plus sur toute l'étendue du territoire, ainsi que dans les pays de résidence des Maliens établis à l'extérieur à partir de septembre 2021. Je l'évoquais dans les titres, le sommet Afrique-France s'ouvre ce 8 octobre à Montpellier en France. Cette édition a la particularité d'être faite sans chef d'État. Elle est exclusivement consacrée à la jeunesse d'Afrique et de France. Pourquoi ce changement radical est original? Notre reporter Aruna Salia Kone a été chercher l'avis des analystes sur cette nouveauté. Un sommet Afrique-France sans chef d'État, sans autorité institutionnelle. C'est le nouveau format de cette rencontre périodique entre les États africains et la France. Cette année, à Montpellier en France, elle est exclusivement consacrée à la jeunesse d'Afrique et de la France. Ce format est original, estime notre confrère Serge Daniel. Au-delà de l'originalité, c'est le côté économique pour les pays invités qu'il faut saluer. Ça fait plus d'économie au pays. Lorsqu'un président de la République se déplace comme ça pour aller à ce sommet-là, un sommet de ce genre,
vous avez au moins 500 millions de francs CFA qui sont dépensés, qui sortent des caisses de l'État. Lorsque les chefs d'État se présentent à ce genre de sommet, tout est déjà bouclé parce que les délégations, les émissaires, les ministres, les précurseurs font tout le boulot et les chefs d'État viennent une journée Donc j'ai l'impression qu'on ne va pas au fond des problèmes. Ce sommet sera certainement l'occasion pour la jeunesse africaine de poser au président français des questions qui fâchent. Ce que les gens disent, c'est nous avons des milliers de soldats étrangers chez nous, nous avons l'armée malienne également, nous avons environ quelques centaines de djihadistes, mais nous ne comprenons pas pourquoi toute cette coalition n'arrive pas à vaincre les djihadistes. Donc on peut s'exprimer également là-dessus. Je pense que ça peut être aussi un moment d'explication, un moment de discussion. Les jeunes du Sénégal, de la Guinée, peuvent poser, en tant que jeunesse africaine, cette question au président de la République française, et c'est à lui d'apporter les réponses pour les convaincre ou ne pas arriver à les convaincre. Selon notre confrère, ce sommet peut être un nouveau départ dans les relations entre la France et l'Afrique. Ce qui va changer, c'est l'après. Les jeunes ne sont pas comme les chefs d'État ou les politiciens. La jeunesse dit ce qu'elle pense. Je veux bien croire que ce sera une nouvelle respiration dans les rapports. Et le jeune malien, le jeune du Burkina, du Ivoirien, le SMIC qui commet à tous ces jeunes-là, c'est de dire nous voulons être bien formés, nous voulons la démocratie, nous voulons être plus indépendants, nous voulons du boulot et nous voulons qu'on nous écoute sur nos attentes. Dans le programme, le sommet s'articule autour de 5 grandes thématiques, à savoir l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la culture et le sport. À présent, l'image du jour consacrée à la main de Fatma ou Fatima. La main de Fatma est une amulette censée protéger son porteur du mauvais œil. L'amulette en forme d'une main à 5 doigts présente 2 pouces. Elle est surtout utilisée en Afrique du Nord. La plupart des musulmans ne la considèrent pas comme un signe religieux. Cette amulette très ancienne remonte à des temps pré-islamiques. On en trouve des traces archéologiques dans la civilisation carthaginoise où elle est associée à la déesse Tanit. Les Berbères qui croyaient en son pouvoir protecteur ont transmis cette croyance à leurs conquérants arabo-musulmans. L'amulette est une sorte de bijou, mais peut être aussi peinte sur la façade des maisons. Elle est censée apporter la protection divine, mais le musulman doit demander de l'aide et la protection à Allah seul et à lui seul. La main de Fatma ne peut avoir le même pouvoir. C'est cette croyance en la protection divine qui est condamnée comme sacrilège par les musulmans les plus rigoristes de la tradition sunnite. Les musulmans de tradition chiite pensent que la main est un signe de Dieu et que sur les 5 doigts sont gravés les noms des figures essentielles de leur tradition, c'est-à-dire Mahomet, sa fille Fatima, son gendre et cousin Ali et les fils de celui-ci, Hassan et Ali. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Le nouveau Premier ministre de la transition en Guinée, Mohamed Beavogui, indique que son futur gouvernement accomplirait les tâches assignées par la junte et son chef, le colonel Mamadi Doumbouya. Mohamed Beavogui, Premier ministre de la transition en Guinée, se sont honorés. Écoutons ses propos. Le premier sentiment, c'est un sentiment d'honneur. Et puis, très sincèrement aussi, avec beaucoup d'émotion, qu'on peut recevoir une telle responsabilité au moment d'une transition qui est cruciale pour le futur de notre pays. Et je suis extrêmement reconnaissant au président du CNRD, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Cependant, le choix de Beavogui est un très bon choix, estime l'expert politique Cabinet Fofana. Il a un profil technocratique, chose essentielle vu que tout ce qu'il y a à faire au cours de cette transition. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'est pas encarté politiquement. C'est très important dans un processus où il doit y avoir des élections. En nommant Beavogui, le colonel Doumbouya tient l'engagement de choisir un civil Beavogui et les membres de son gouvernement ne peuvent pas être candidats aux élections à la fin de la transition. Mais la junte demeure sous la pression de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO.
inquiète de l'instabilité dans de ses États membres et d'un effet de contagion des coups d'État. Elle réclame des élections sous 6 mois. Le colonel Doumbouya paraît résolu à prendre bien plus de temps. Les relations nouées par Béavogu au cours de sa carrière pourraient aider à arrondir les angles avec la CEDEAO, note des experts. La Turquie critique Emmanuel Macron après la publication des propos attribués au président français, qualifiant le règne ottoman sur l'Algérie de colonisation et qui ont l'état des remous diplomatiques. Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères. C'est une grosse erreur que d'essayer d'entraîner la Turquie, dont l'histoire n'est pas entachée par la colonisation, dans ces débats. Si Emmanuel Macron a des choses à dire à notre sujet, nous préférons qu'il les dise en face et non pas dans notre dos, tout comme le fait notre président Recep Tayyip Erdogan. Ces propos ont suscité la colère du gouvernement turc, pour qui les questions mémorielles sont très sensibles. La Turquie, héritière de l'Empire ottoman, qui a contrôlé l'actuelle Algérie pendant 3 siècles. Le PDG de Google, Sundar Pichai, annonce un plan d'investissement d'1 milliard de dollars sur 5 ans pour le continent africain, dans le but de soutenir les organisations à but non lucratif qui s'efforcent d'améliorer les conditions de vie en Afrique. Écoutons le PDG de Google. Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que nous prévoyons d'investir 1 milliard de dollars en Afrique sur 5 ans. Il couvrira une gamme d'initiatives de l'amélioration de la connectivité à l'investissement des startups. Ces investissements soutiendront la transformation numérique du continent dans 4 domaines clés. Premièrement, permettre un accès abordable et créer des produits pour chaque utilisateur africain. Deuxièmement, aider les entreprises dans la transformation numérique. Troisièmement, investir dans les entrepreneurs pour stimuler les technologies de nouvelle génération. Et quatrièmement, soutenir les organisations à but non lucratif qui s'efforcent d'améliorer la vie à travers l'Afrique. Moins d'un tiers des 1,3 milliard d'Africains sont actuellement connectés à Internet haut débit, selon la Banque mondiale, mais le continent auprès de la moitié de la population, au moins de 18 ans, est un marché prometteur. Soulignant d'énormes progrès ces 10 dernières années en matière de connectivité américaine, le PDG du géant des technologies Sundar Pichai a déclaré dans un communiqué qu'il y a encore du travail à faire pour rendre Internet accessible, abordable et utile pour chaque Africain. Le PDG de Google, Sundar Pichai, annonce un plan d'investissement d'1 milliard de dollars sur 5 ans pour le continent africain, dans le but de soutenir les organisations à but non lucratif qui s'efforcent d'améliorer les conditions de vie en Afrique. Écoutons le PDG de Google. Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que nous prévoyons d'investir 1 milliard de dollars en Afrique sur 5 ans. Il couvrira une gamme d'initiatives de l'amélioration de la connectivité à l'investissement des startups. Ces investissements soutiendront la transformation numérique du continent dans 4 domaines clés. Premièrement, permettre un accès abordable et créer des produits pour chaque utilisateur africain. Deuxièmement, aider les entreprises dans la transformation numérique. Troisièmement, investir dans les entrepreneurs pour stimuler les technologies de nouvelle génération. Et quatrièmement, soutenir les organisations à but non lucratif qui s'efforcent d'améliorer la vie à travers l'Afrique. Moins d'un tiers des 1,3 milliard d'Africains sont actuellement connectés à Internet haut débit, selon la Banque mondiale, mais le continent auprès de la moitié de la population, au moins de 18 ans, est un marché prometteur. Soulignant d'énormes progrès ces 10 dernières années en matière de connectivité américaine, le PDG du géant des technologies Sundar Pichai a déclaré dans un communiqué qu'il y a encore du travail à faire pour rendre Internet accessible, abordable et utile pour chaque Africain. Des hommes inspectent les dommages alors qu'au moins 20 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés dans un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé une région reculée du sud-ouest du Pakistan ce jeudi matin. La plupart des victimes ont été tuées dans l'écroulement de leurs habitations, souvent construites de briques en terre crue, en particulier dans les districts montagneux d'Arnei, le plus affecté.
J'ai essayé de sortir mes enfants, mais la secousse était tellement forte. Quand j'ai repris conscience, j'ai sorti 2 de mes fils. Mais nous avons ressenti une énorme secousse. Nous avions déjà eu une secousse en 1997, mais celle-ci était vraiment forte. Pendant que l'on courait pour sauver nos vies, certaines personnes sont tombées. Nos maisons ont été détruites et des vies ont été perdues. J'imagine que vous le savez déjà. C'était un très gros tremblement de terre. La secousse était très puissante. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a ordonné qu'une aide immédiate soit appelée à toute la région concernée. Le Pakistan, situé au point de rencontre des plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, enregistre régulièrement des séismes. En octobre 2015, un tremblement de terre de magnitude 7,5 avait fait 400 morts au Pakistan et en Afghanistan. 10 ans plus tôt, le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6 avait fait plus de 73 000 morts et 3,5 millions de sans-abri, principalement dans la zone du Cachemire, sous contrôle pakistanais. Son symbole est le ruban rose. Nous parlons bien du Breast Cancer Awareness Month ou Octobre Rose, le mois de la sensibilisation et de la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du sein. Justement, nous sommes en mois d'octobre et durant cette période, des sujets sur la question vous seront proposés dans nos 10 éditions. Alors, pour commencer, suivons ce récit sur Octobre Rose et le cancer du sein. C'est avec Sokona Diakité. L'initiative d'Octobre Rose viendrait d'un partenariat entre l'American Cancer Society et l'entreprise Imperial Chemical Industries afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et promouvoir la mammographie. Il s'étend du 1er au 31 octobre de chaque année et a pour origine les États-Unis où il a eu lieu pour la première fois en 1985. L'objectif durant la période consiste à multiplier des actions dans plusieurs pays afin de soutenir la cause. Il s'agit entre autres des campagnes d'information sur l'importance du dépistage précoce, du suivi médical et régulier à partir d'un certain âge, de la collecte de fonds pour la recherche sur les causes du cancer du sein, de sa prévention, de son diagnostic, de son traitement, de sa guérison ou encore du soutien aux personnes touchées par le cancer du sein. Les activités sportives sont aussi organisées à l'occasion, dont des marches ou des courses. Dans la même dynamique, certaines villes ont initié des événements depuis plusieurs années, comme le challenge du ruban rose. Aussi, durant l'événement, des villes n'hésitent pas à mettre en couleur rose certains de leurs grands monuments en soutien à Octobre Rose. Le National Breast Cancer Awareness Month de la Getaway Arc ou Arche Passerelle située dans le centre-ville de Saint-Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis ou encore la Tour Eiffel à Paris en sont des exemples. Selon certaines statistiques, une femme sur une dizaine sera touchée par le cancer du sein. Si le dépistage organisé s'adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans, même lorsqu'elles ne présentent ni symptômes apparents ni facteurs de risque particuliers, il est aussi recommandé de réaliser un examen clinique des seins par palpation tous les ans et ce dès l'âge de 25 ans. Généralement attribué aux femmes, les hommes seraient également concernés par cette maladie avec un taux de 1%. Selon des informations en date de février 2021 du Centre international de recherche sur le cancer CIRC de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le cancer du sein touche désormais plus de patients dans le monde, avec 11,7% comparativement à toutes les tumeurs déclarées chez les hommes et les femmes. Il occupe la 5e place dans le monde en termes de mortalité, toujours selon le CIRC. Comme l'annoncions dans les titres, avec une quarantaine d'années d'une carrière musicale, couronnée d'une dizaine d'albums, dont le dernier intitulé Carifa, que vous voyez ici, sorti en décembre 2019, l'artiste malien Habib Kouyaté est aujourd'hui l'un des grands ambassadeurs de la musique malienne. C'est lui l'invité culture de ce jour. Alors, il est en studio avec nous, Habib Kouyaté. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci aussi de m'avoir invité. C'est un honneur. C'est un plaisir. De la part de Djoliba. Merci. Merci. Voilà votre dernier bébé qui est là, oui. Carifa. Voilà, il est là. Nous en parlons tout de suite. À peine revenu d'une tournée en Europe, nous apprenons que vous vous apprêtez à y retourner. Est-ce qu'une tournée ou une autre tournée s'impose? Ah oui, voilà, ça fait 1 an et demi que nous sommes cloués, si vous voulez, sur place ici à Bamako, au Mali, et à cause du Covid.
Maintenant, il y a une réouverture maintenant, petit à petit. Donc c'est ce qui m'a permis d'aller faire cette première tournée, vraiment timidement, mais avec tellement de plaisir, de retrouver la scène, de retrouver que aussi nos fans nous retrouvent. C'était un moment très agréable. Je suis allé rapidement en Allemagne, et puis en Suisse, 2 fois en Allemagne, 2 fois en Suisse, et une fois à Rome. Mais vous vous apprêtez à y retourner. Ah oui. Qu'est-ce qui vous y amène cette fois-ci? Est-ce que c'est une autre tournée musicale? Oui, c'est une série de tournées. Maintenant que ça a commencé, donc je repars encore à partir vers le 20 octobre, je repars pour la Suède et la Hollande. Et il y a Oswald, c'est la France, mais je ne connais pas ce nom, Oswald, en France. Je connais Bordeaux, mais là c'est Oswald, et c'est FR qui est écrit à côté, donc c'est la France. Et puis ça continue jusqu'à début novembre, jusqu'à Prague, en Tchéquie, et puis après la Tchéquie, c'est encore une autre ville tchèque, c'est Moravice. Habib Kouyaté, jusqu'à Stockholm. Habib Kouyaté, nous savons que vous êtes une icône de la musique malienne et pourquoi pas internationale, mondiale. Aujourd'hui, vous étiez en tout cas sur un projet musical avec d'artistes, d'autres renommés, Artistes for Peace and Justice. Présentez-nous rapidement ce projet et dites-nous où est-ce que vous en êtes avec sa réalisation. Oui, APJ, Artists for Peace and Justice, a été initié par un musicien qui fait de la country, de la folk américaine, californienne. Il s'appelle Jackson Brown. Jackson Brown, il a eu de gros succès ici, jusqu'en Afrique, ici, dans les années 80, avec des albums comme All Out. Et maintenant, il a initié son projet de réunir des artistes pour chanter la paix et la justice dans le monde. Donc, je suis le seul Africain, c'est moi, et puis il y a quelques Espagnols, et tout le reste vient, il y a des Haïtiens bien sûr, et le reste vient des États-Unis, de la Californie, de l'État de Washington, donc vers Seattle. Donc, on a déjà fait des séances de répétition à Jacmel, dans cette ville de Haïti, une semaine. Puis, je suis revenu, je suis allé faire une deuxième séance encore. Et quand le projet maintenant est prêt, c'est 11-12 titres, encore le Covid est arrivé. Donc, toutes les démarches de la presse, de la promotion qui s'est passée bien sûr sur le continent là-bas, tout s'est arrêté. Voilà, parlant de Habib Kouyaté, Khalifa, en tout cas, ce dernier qui vient de sortir, c'était en décembre 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet album, les conditions de sortie? Oui, cet album, c'est un album sur lequel j'ai toujours voulu avoir beaucoup de guests, des invités. Donc, l'illustre invité qui vient d'ailleurs, qui vient de la Guinée, c'est Sekou Bemba, que j'ai fait venir ici pour jouer sur certains morceaux, sa guitare, même donner des idées de chansons. Et puis après ça, il y a Sekou Kouyaté qui joue sur certains morceaux. Il y a Toumani Diabaté, bien sûr, qui joue. Toumani a joué. Et aussi Mamba, qui chante. Elle aussi, elle a chanté, elle a fait des chœurs. Son mari aussi a joué son goni dessus. Il y a beaucoup d'invités et de jeunes musiciens que j'ai fait venir. En même temps, tout ça, j'ai été supervisé par ma personne. Très bien, monsieur Habib Kouyaté. Nous allons parler des perspectives, des projets que vous avez à l'avenir. On sait que vous retournez tout de suite en tournée, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres projets, perspectives en vue? Oui, les perspectives, à un moment donné, je pense qu'il y a des gens forts qui ont profité du Covid pour travailler sur de nouveaux projets. Il y a d'autres gens qui étaient comme ça, qui prenaient sur eux le truc. C'était mon cas parce que mon nouvel album est sorti juste la veille du Covid. Est-ce que je dois faire un autre album pendant que le Covid me bloque à la maison? En principe, non. J'ai eu quand même le temps de réfléchir à des choses, à des projets de musique instrumentale.
Et moi, je pense que dès qu'il y aura la reprise, moi, je vais déjà reprendre la promotion de Khalifa. Je vais jouer le morceau devant mes fans à travers le monde, parce qu'ils attendent tous. Et on va réveiller et ressusciter le projet APJ aussi, qui va venir, parce qu'il a été arrêté aussi à cause du Covid. Sinon, on était déjà avancé pour qu'on se retrouve tous pour faire des séries de concerts en Amérique d'abord. Très bien. Et continuer en Europe. Voilà. Donc, tout ça va venir. Moi, je pense que je me concentre sur ces projets-là d'abord, et puis on verra le nouveau. Merci. Alors, on ne peut pas vous laisser partir sans fredonner, en tout cas, ça donner un a cappella pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Khalifa Rankole Alama, Khalifa Rankole Kilama, Korimana Khalifatinya Dindi Daliromo, Nake Khalifama Dindi Daliromo, Dindi Daliromo, Fadoué Khalifama Dindi Daliromo. Merci beaucoup, Habib Kouyaté. Merci, vraiment, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était Habib Kouyaté avec une quarantaine d'années d'une carrière musicale couronnée d'une dizaine d'albums, dont le dernier est intitulé Khalifa, sorti en décembre 2019. L'artiste musicien Habib Kouyaté est aujourd'hui l'un des grands ambassadeurs de la musique malienne. Mesdames et messieurs, cette édition se referme ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Doliba TV News. Doliba Afternoon News.